Très bien. Donc, du coup, nous allons aborder ce webinaire sur la carrière et la parentalité et comment changer de vie professionnelle sans sacrifier sa vie de famille pour avoir justement le beurre et l'argent du beurre. Une vie professionnelle épanouissante et qui nous permet d'avoir une vie au global. Là, on parle de la parentalité, mais on pourrait parler du fait de s'autoriser d'avoir des loisirs, d'enrichir sa vie au niveau des amitiés, de la spiritualité. Donc, bref, mais on va se focaliser sur la partie parentalité et nous rendre compte que changer de voie n'est pas, euh, n'est pas mauvais par rapport à notre vie de famille, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me l'ont déjà dit et on peut se le dire que c'est contraignant, que si on était seul, ce serait plus simple, que si on était seul, on pourrait faire ce qu'on voudrait sans réfléchir. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire complètement le tour de la question à 180 degrés pour, au contraire, s'appuyer du fait qu'on est maman, qu'on est papa, comme un carburant pour justement aller vers une voie professionnelle qui nous convient, une motivation encore supérieure et meilleure et comme une bénédiction pour vraiment nous reconnecter à qui on est. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait du coup cet enregistrement aussi pour les personnes qui me suivent mais qui ne me connaissent pas encore. J'ai un accent, c'est parce que je suis née à Mexico. J'ai fait mes études à l'INSA de Lyon, donc je suis ingénieure industrielle de l'INSA de Lyon. J'ai également fait un master spécialisé à l'ESSEC en marketing et en stratégie. Et j'ai le syndrome de la bonne élève qui a eu de bonnes notes à l'école et j'ai enchaîné les bourses pour en arriver là. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que chef de produit marketing pour des entreprises comme L'Oréal, Mondelez, General Mills et la dernière KFC. Et sur le papier, voilà, hein, j'avais atteint l'objectif qui était d'avoir, de mon point de vue, voilà, cette fameuse réussite sociale, familiale, la double compétence avec l'INSA, l'ESSEC, ingénieur et école de commerce. Et pour autant, j'étais très malheureuse dans ma vie professionnelle, surtout d'un point de vue humain. Autant les tâches, bon, ça allait, plus ou moins, le marketing, ça me plaît beaucoup. C'était pas tant le métier, mais la partie humaine, l'impression de ne pas être vraiment à ma place. Je pense que ce côté entrepreneurial, je ne pensais pas du tout l'avoir, mais pour moi aujourd'hui, c'est très important d'être libre de mes choix, des personnes que je côtoie, euh, de ma liberté géographique, parce que j'habite entre la France et le Mexique. Bref, donc depuis 8 ans, experte en transition professionnelle des cadres, principalement issus de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Et aussi coach carrière, encore une fois, pour les alumni des grandes écoles, l'INSA, le réseau Uniagro, ESSEC, ECAM, entre autres. Et aussi, je mettais ça, et d'ailleurs, je vais le mettre dans le chat, un lien pour connecter sur LinkedIn, parce que c'est mon réseau, je pense, principal. Euh, et je vais commencer à partir le plus probablement en novembre. Je le faisais déjà, mais en novembre, je vais commencer à faire des lives le dimanche, avant c'était le mardi, voilà, sur les sujets en lien avec la reconversion professionnelle. Donc, voilà, c'est l'invitation voilà, regarder dans les notifications de temps en temps ce qui s'est fait aussi sur LinkedIn. Et on revient à notre PowerPoint. Donc, j'ai mis dans le chat le lien pour qu'on connecte. J'ai la chance, bah, depuis 8 ans, d'avoir maintenant 11 000 abonnés et qui suivent l'actualité. Donc, ça, c'est très bien. Et je voulais juste être sûre qu'on voit bien. Tac, tac, oui, c'est mon écran. Et on continue. Effectivement, depuis 8 ans, j'ai une équipe de 3 coachs et avec eux, on a accompagné, on est bientôt à 190, bon, voilà, 190 cadres. Et c'est important parce que derrière ce chiffre, c'est pas un chiffre, c'est quand même 190 vies des personnes qu'on a vu évoluer d'un manque de sens à maintenant être dans un métier qui leur plaît,
tout n'est pas rose. On a des défis. N'importe quel métier comporte des défis. J'en ai toujours. Mais c'est très différent de être face à des défis qui n'ont pas de sens, à des défis qui ont du sens et que l'on sait qu'une fois surmontés, nous amènent à être une meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, juste parenthèse par rapport à ça, parce qu'on me dit souvent, est-ce que vraiment le métier idéal existe en mode sans problème? Non, la vie n'est pas ça. Mais le fait de savoir pourquoi on se lève, pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'on le ressent dans son cœur, dans sa motivation, qu'on a un but qui va plus loin que, bien sûr que ça me fait plaisir, mais qui a aussi cette notion de pouvoir contribuer, d'être utile, bah, ça change tout. Donc les problèmes sont toujours là, mais n'ont pas du tout le même goût. Et pour parler de la parentalité et la reconversion, c'est un sujet, je pense, qui me touche le plus, si ce n'est pas le plus de tout ce que je peux aborder, parce que je suis maman de Mia. Elle a fêté son 7e anniversaire hier et il y a quelques années, bah, ça a été le déclencheur, la dernière goutte qui a fait déborder le vase pour changer de cap. J'étais enceinte d'elle et déjà malheureuse depuis plusieurs années, mais enceinte. Et j'ai commencé bah, à pleurer, je me rappelle un jour, à pleurer après une réunion avec ma manager de l'époque chez KFC pour une présentation PowerPoint qui n'était pas à la hauteur. Et bref, ce stress-là que je vivais qui m'a fait bah, sortir de la réunion et à l'époque, le bâtiment, il était pratiquement vide. On avait juste nous notre étage parce que je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé. Il était un renouvellement ou quoi, mais bon, bref, j'ai monté d'un étage et j'étais complètement seule dans l'étage et dans une salle de réunion très grande, complètement vidée, enfin vide. Et je me suis mise à pleurer et c'était là. Je sais, on dit la goutte, bah, moi c'était ça. C'était ça, j'étais dans cette salle-là et j'ai commencé à pleurer à cause du PowerPoint, à cause de ce stress, de ce cumul. Enfin, c'est une goutte qui fait déborder un vase qui est déjà rempli. Donc, ça paraît anodin, un PowerPoint, mais c'était la goutte. Et je me suis dit, si je n'ai pas eu le courage de changer pour moi, parce que des signes avant-coureurs étaient là, et beaucoup et très forts, mais j'étais comme un sangsues en train de m'accrocher à une situation professionnelle, à un statut, à un succès, à ben, une vitrine, à un CV, voilà, à tout ça. Et je m'accrochais très, très fort et je ne voulais pas lâcher, quoi qu'il arrive, continuer. Et là, je me suis dit, bon, si tu n'as pas eu la force, le courage, je ne sais pas, de le faire pour toi avant, là, c'est hors des questions de faire une fausse couche. Je me suis dit, si ça continue comme ça, mais je ne peux pas me pardonner, perdre mon bébé à cause d'un stress, etc. Et déjà que je culpabilisais parce qu'on sait enfin, que les émotions de la maman passent à l'enfant et moi en train de pleurer, déjà, ça, c'était pas envisageable pour moi. Et voilà pourquoi, pour moi, la parentalité a été ce coup de pouce pour basculer. Et voilà, maintenant, elle a 7 ans et ma vie professionnelle est très différente et je suis très fière de pouvoir partager avec elle. Elle est encore petite, mais de pouvoir inculquer par l'exemple le fait d'être dans une vie professionnelle qui nous correspond, d'exploiter nos talents et de ne pas forcément aussi suivre les voies toutes tracées. Et ce n'est pas un problème de les suivre parce que parfois, quand on a 18 ans et qu'on doit choisir quelles sont nos études, on n'est pas. Parfois, certains le savent depuis qu'ils ont 5 ans, voilà, qu'ils vont être tel ou tel métier. Mais d'autres personnes comme moi et comme d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, on ne sait pas forcément, on a juste de bonnes notes en sciences ou on a juste de bonnes notes dans certaines matières qui font qu'on avance comme ça. Et puis on a l'environnement qui nous veut du bien et qui nous amène vers ces fameuses voies toutes tracées. Je ne pense pas que c'est problématique. Là où c'est problématique, c'est quand on sait qu'on n'est pas à sa place et qu'on ne fait rien. Là, oui, ça, c'est de notre responsabilité. Et donc, pour parler d'autres exemples, et on parlera aussi de toi, Myriam, et de ton exemple, et comment la parentalité, bah, elle vient se mêler dans ton projet de reconversion. Mais juste pour donner quelques exemples supplémentaires des personnes que je peux accompagner par le passé, Camille.
Camille, elle est ingénieure en génie civil et elle avait rejoint le programme pour trouver un métier plus porteur de sens. Et en parallèle, elle est devenue maman. Et aujourd'hui, elle a un projet que je trouve extrêmement extraordinaire, hallucinant et j'admire beaucoup sa force, sa détermination. Elle est devenue entrepreneur et elle est l'ambassadrice du projet Simelo, monument funéraire éco-responsable. Donc, elle a bâti sur son métier d'avant, qui était génie civil, mais pour donner un sens et apporter sa pierre à l'édifice, au développement durable et à la préservation de l'environnement. Via ces sujets-là, elle a des accords, voilà, avec des conseils aux collectivités. Elle s'est fait aider par des, comment on appelle ça, enfin, les organismes qui aident les startups. Bref, c'est un bel exemple d'une femme engagée, maman, et qui persévère et qui veut apporter sa pierre à l'édifice pour elle, pour sa famille, mais aussi pour tous à travers sa mission. Ensuite, j'ai Justine, elle est ingénieure mécanique et elle a rejoint le programme en étant déjà maman d'une petite fille. Et c'était finalement la naissance de sa deuxième fille qui a fait la bascule. Ça aussi, c'est intéressant. Les naissances nous font prendre du recul sur notre vie, nous amènent des questions parfois existentielles parce que les priorités changent, les envies changent. Et il y a vraiment, je pense, cet appel, cette reconnexion à la vie, en fait. Le fait d'amener la vie nous reconnecte à la vie, aux priorités. Et si c'est pas lors du deuxième enfant, bah, ça sera lors du deuxième ou lors du troisième. Mais à chaque naissance, il y a une prise de conscience importante. Et elle, c'était suite à la naissance de sa deuxième fille qu'elle a décidé d'aller vers sa passion, qui est la pâtisserie. Et là, je vous invite à la suivre sur Instagram. Elle est basée dans Le Mans et elle fait des livraisons et elle est épanouie comme tout dans ce nouveau métier. Et j'ai fini avec Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, Anne-Gaëlle, hop, d'accord. Ok, ça marche. Et donc, du coup, Anne-Gaëlle, tac, 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 elle est consultante. Et elle, c'était pareil. C'était à la naissance, pour le coup, de sa troisième fille, qu'on a fait ce sujet-là. Et tac, tac, tac. Et voilà. Donc, juste, je voulais vous partager bah, ces trois histoires des trois femmes. J'aurais pu mettre le cas d'Alexis Pénon, qui est responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui a décidé de rester dans son même métier, mais de devenir consultant freelance pour avoir la flexibilité d'être plus avec son fils. Donc, ce n'est pas que les mamans qui avons plus envie, de besoin de souplesse et de flexibilité ou de redonner du sens à notre vie pour avoir un équilibre pro, perso et du sens, mais aussi les papas. Et donc, maintenant, on va passer à la partie exercice. Donc, je t'invite, Myriam, et tous ceux qui regardons le replay, à répondre à ces trois questions. Qu'est-ce qui me pèse le plus dans ma vie professionnelle actuelle? Pourquoi j'ai décidé d'échanger? Si vous avez déjà décidé de changer ou si vous n'avez pas encore décidé d'échanger, voilà, quelles sont les principales douleurs, anecdotes qui font que vous voulez aller ailleurs? Parfois, on ne sait pas où on veut aller, mais on sait ce qu'on veut quitter. Donc, qu'est-ce qui me pèse le plus dans ma vie professionnelle actuelle? Numéro 2, quels sont mes indicateurs de déséquilibre vie pro, vie perso? Soit actuellement ou soit par le passé. Quels sont encore une fois un peu ces points de douleur où on s'est dit, ça c'était inadmissible et je ne veux plus ça parce qu'il y a eu ce déséquilibre. Je n'ai pas pu assister à tel événement, etc., etc. Et troisième question, de quoi j'ai peur si je change de voie? De quoi j'ai peur si je ne change pas? Donc ici, c'est deux en un. Première question, de quoi j'ai peur si je change de voie? Quelles implications, de mon point de vue, ça va avoir, implications négatives qui fait que j'ai peur? Quelles sont mes peurs? Et en même temps, là, plutôt pour partir d'une situation,
De quoi j'ai peur si je ne change pas? Donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont encore dans une situation professionnelle qui n'est pas convenable et qui se disent, et si je reste? Quoi? Dépression, burn-out, vers où ça va? Je vais mettre une petite pause à l'enregistrement pour pouvoir échanger avec Myriam et je reprends l'enregistrement. Donc, je reviens à nos questions et un petit peu aux réponses qu'on peut avoir à ce type de questions pour amener d'autres réponses et d'autres prises de conscience. Question numéro 1. Qu'est-ce qui me pèse le plus dans ma vie professionnelle actuelle? Pour la plupart d'entre nous, c'est, comme on le disait tout à l'heure, le stress, oui, une charge de travail et parfois, encore une fois, cette notion de manque de sens, pour certaines personnes, c'est le fait d'avoir atteint un cycle. J'entends beaucoup cette phrase de j'ai fait le tour. Je fais le tour, j'ai atteint un cycle, je ne me projette plus sur le long terme. Et ce qui pèse, c'est aussi les symptômes physiques, émotionnels, on l'a dit physique, corporel. Le corps, il est très sage et il envoie des signaux quand quelque chose ne va pas bien. Parce que ce n'est pas normal d'avoir des insomnies, ce n'est pas normal d'avoir des maux de dos, des maux de tête, des torticolis, des rhumes à répétition. Non, ce n'est pas normal. Et il est vrai, on en discutait tout à l'heure et c'était tout à fait vrai aussi pour moi, qu'on peut aller très loin dans le fait d'aller dans le fond de la piscine avant de rebondir. Ça fait partie du processus. Il y en a pour qui quelques mois suffisent pour dire stop. Il y en a pour qui c'est quelques années. Il y en a pour qui c'est quelques décennies. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Il n'y a aucun jugement là-dessus. Je pense qu'on a tous besoin de vivre certaines choses pour avoir notre quota d'expérience qui vont faire que ça va être ça le carburant pour la suite. Une chose est claire aussi, c'est qu'au plus notre amour-propre est grand, au plus on ne tolère pas l'intolérable. Donc, c'est vrai que c'est important si on veut augmenter nos standards, nos limites de ce qui est acceptable, de ce qui est inacceptable, ça passe par le fait de nous donner plus de respect, plus d'amour, plus de lever ces standards déjà avec nous. Si nous-mêmes, on tolère des nuits blanches, ben, on va accepter pour le travail de faire des nuits blanches parce qu'on l'accepte, parce que pour nous, ça passe. Si pour nous, ça passe pas, on va pas tolérer ça de quelqu'un d'autre parce qu'on ne le tolère pas pour nous. Donc, pour revenir à cette question, qu'est-ce qui pèse le plus? Oui, ça se dit, on peut dire ça, stress, charge de travail, beaucoup de projets, surtout pour les personnes voilà, qui sont cadres ou qui peuvent manager des personnes qui sont dans des structures très en lien avec la performance, les objectifs, les résultats, les projets qui vont vite, les multiples interlocuteurs. Donc, c'est une ambiance voilà, qui peut être stressante avec beaucoup de projets, beaucoup de charges de travail et les symptômes physiques et émotionnels qui nous disent toc toc, c'est pas par là que ça se passe. Maintenant, quand on est parent, on peut se dire, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que ça peut avoir des impacts financiers. Pour ceux qui ont déjà des enfants ou qui prévoient de les avoir, bien sûr qu'on se dit, je ne suis pas tout seul. Est-ce que ces nouveaux niveaux de revenus que je vais avoir vont me suffire et vont suffire à ma vie de famille? Ou ceux qui ont déjà de famille, bah, ils savent combien ils dépensent en activités extrascolaires pour les enfants, ou parfois en plus on a des prêts pour la maison, bref, des engagements financiers. Est-ce que ce nouveau métier va me permettre d'avoir cette liberté? Donc, on va parler des finances juste après. Et aussi, une autre notion, c'est le temps. On parlait tout à l'heure que quelque chose qui pèse beaucoup, c'est le manque d'équilibre pro-perso. Est-ce qu'en changeant de métier, je vais avoir cet équilibre pro-perso ou est-ce que je vais retomber dans mes travers à ne pas avoir de temps? On en reparle aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient.
Pour les indicateurs, on l'a dit tout à l'heure, manque de sommeil, irritabilité, manque de présence, pleurs, colère, frustration, tristesse, dépression, bref. Et par rapport à la troisième question, de quoi j'ai peur si je change de voie, je vais partager les trois qu'on a partagés tout à l'heure dans lesquels je me reconnais aussi beaucoup et je reconnais beaucoup des personnes que je peux accompagner. Il y a la peur financière, il y a la peur des impacts que ça peut avoir sur notre vie de famille, sur notre souplesse, sur la présence qu'on peut avoir avec notre famille. Et oui, on mettait entre parenthèses ça, mais j'ai envie de le poser aussi. La peur du regard des autres, c'est clair. Là, comme je vous disais, j'accompagne principalement des personnes issues des grandes écoles d'ingénieurs et des commerces. Quand on est ingénieur ou quand on a fait une grande école, on est reconnu, on va dire socialement. Je suis ingénieur, ah, très bien, ou super, t'es bon en maths, bref. Ou école de commerce, la même chose. Et en école de commerce, d'autant plus, hein, il y a vraiment, pour avoir accompagné beaucoup de personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, il y a une vraie pression sociale, familiale, parce que beaucoup des parents, des enfants qui vont aux grandes écoles de commerce sont ont un business ou sont des entrepreneurs ou apportent beaucoup de valeur à la réussite sociale. Donc, le regard des autres devient un vrai obstacle à lever, une vraie barrière à lever pour oser s'écouter et aller vers un métier qui peut-être les parents ne vont pas valider ou la société ne valide pas comme un top métier, quoi. Donc oui, c'est important de le mentionner. Et dernière question, on disait tout à l'heure, c'est la plus importante de toutes. De quoi j'ai peur si je n'échange pas? Pourquoi c'est la plus importante de toutes? Parce que quand vous répondez à cette question, les réponses sont souvent, si je ne change pas, burn-out. Si je ne change pas, je me brûle. Si je ne change pas, je vais perdre en santé physique, émotionnelle, ça va mal se passer et les impacts seront d'autant plus négatifs. Et je disais tout à l'heure que quand on a un pourquoi qui est assez fort, le comment vient. On se débrouille, on l'a. Et cette dernière question, qu'est-ce qui se passe si je ne change pas? C'est ce pourquoi. Parfois, on ne sait pas vers où on va, mais on sait où on peut plus rester. Et cette question nous invite à nous dire où est-ce qu'on ne peut plus rester. On parlait d'amour de soi. Quelqu'un qui s'aime, elle ne va pas tolérer quoi? Un burn-out, une dépression, un mal-être, des maladies. Qu'est-ce qui n'est juste pas envisageable? C'est ce feu, en fait, c'est cette réponse-là qui va faire ce feu intérieur. Et juste pour partager un peu plus de croyances un petit peu limitantes entre parentalitaire et conversion, effectivement, reconversion pour beaucoup, c'est précarité. On le disait tout à l'heure, perte de statut, instabilité. Ou être un bon parent, c'est sacrifier sa carrière. C'est je ne change pas parce que d'abord mes enfants, d'abord la stabilité et ça va pas. Ça va pas ensemble, stabilité et changement professionnel. L'illusion de devoir tout maîtriser avant de bouger et la pression du modèle de réussite. Donc, comme quoi, on n'était pas loin. Et, et maintenant, pour répondre aux questions, et ensuite, voilà, on va bientôt clôturer. Pour répondre aux questions, côté financier, quand on change de métier, ou n'importe quel métier, un métier apporte différents types de retours. Un retour, c'est le retour financier. Un autre retour, c'est un retour social parce qu'on appartient à une entreprise ou on a des collègues, enfin, il y a ce côté social. On a des retours spirituels, cette notion de sens, de contribuer à quelque chose de plus grand, d'apporter notre pierre à l'édifice. Oui, c'est quelque chose d'un petit peu intangible, mais qui a un lien avec le sens. On a un retour intellectuel.
parce qu'on se sent stimulé par ce qu'on fait. On ne s'ennuie pas, on a envie d'apprendre, on a envie de progresser, on a envie de se dépasser intellectuellement dans ce nouveau métier. Donc, comme vous voyez, un travail n'est pas égal juste argent. Il y a une richesse qui prend différentes formes. Parlons quand même de cette forme-là financière. De mon expérience, on maximise ce retour financier par rapport, enfin, on le sait, je pense, vous le savez, c'est une question d'apport de valeur. Le plus j'apporte de valeur à la personne que je sers, que ce soit une personne ou une entreprise, le plus j'apporte de la valeur, le plus j'ai un retour financier. Et c'est quoi la valeur? C'est qualité et c'est quantité. C'est apporter de la qualité dans ce que je fais, dans ce que je partage, dans mon expertise, que je sois naturopathe, que je sois photographe, que j'ai une entreprise en bois, bref, enfin, qui produit du bois, euh, peu importe le métier que l'on a, quelle qualité j'apporte. Et ensuite, il y a une notion aussi de quantité. Avec cette qualité-là, comment je peux servir le plus grand nombre? Et c'est très intéressant de vous partager ça parce qu'on voit qu'il y a un focus qui n'est pas du tout égoïste. Je vous donne mon exemple. Quand je me suis lancée en tant que coach, j'étais avant chef de produit marketing chez KFC. Je gagnais bien ma vie. Je travaillais à la défense, cœur défense, je ne sais plus quel étage, 40e. Voilà. Et je me disais, et vous me comprendrez certainement, qu'en devenant coach, j'allais forcément gagner moins. Ça se saurait que faire une année et demie de formation de coach, enfin, je me disais, ça va pas forcément rapporter plus qu'avoir fait. J'ai fait 7 années d'études, 5 années d'école d'ingénieur, mais j'avais fait une année supplémentaire parce que j'ai fait une année de génie mécanique et finalement j'ai voulu changer à génie industriel. Donc au lieu de bac+5, j'ai fait bac+6 pour avoir mon diplôme d'ingénieur, plus le master spécialisé à l'ESSEC. Donc 7 ans versus 1 an et demi, ça se saurait que j'allais gagner, enfin, tout le monde ferait coach, ou enfin, je ne sais pas. Pour moi, je me disais, c'est clair, je vais gagner moins, ça c'est sûr. Et quand je me suis lancée, j'étais très à regarder mon nombril et c'est normal. Je pense que vous le ferez ou vous le faites ou vous, voilà, c'est normal de penser à soi et de dire, est-ce que je vais gagner assez d'argent? Est-ce que je vais avoir assez de revenus? Est-ce que je veux avoir assez sur mon compte? Est-ce que je reçois? Est-ce que je vais recevoir? Est-ce que mon compte? Est-ce que moi? Oui. Mais malheureusement, ça ne fait que nous préoccuper et ça n'apporte rien d'utile ni de concret qui va faire que ça va arriver. Ce qui va faire que vous allez pouvoir recevoir, ça va être de donner d'abord. Donc, maintenant, plutôt, enfin, il faut faire ce switch vraiment mental. À chaque fois que je me dis, est-ce que je vais gagner assez d'argent? Est-ce que ça va le faire? Plutôt que de se poser ces questions-là qui n'apportent absolument rien d'utile ni de concret, on va changer de question. Et la question c'est, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur en qualité et en quantité aux personnes que je sers? Je ne suis pas peut-être la meilleure coach du monde ou celle qui gagne le plus d'argent ou celle qui, je ne sais pas. Je suis Lucero Martinez. Qu'est-ce que moi, je peux apporter avec la meilleure qualité que je peux faire et au plus grand nombre que je peux faire aujourd'hui, là où j'en suis? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça qui amène du vrai palpable et du vrai constructif. Comme aujourd'hui, bah voilà, ce que je peux faire maintenant, c'est partager mon expérience, c'est faire ce webinaire, c'est l'enregistrer, c'est le partager.
au plus grand nombre de personnes qui me connaissent, qui me suivent, qui ne sont pas des millions, qui sont peut-être des centaines ou des milliers dans ma base de données. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais je suis plutôt dans cette notion de constructif et pour l'avoir vécu, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand on sert l'autre, par loi universelle, on reçoit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit de multiples façons, pas que financiers, mais aussi financiers. Donc, à chaque fois que vous allez vous poser la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne sais pas quoi, vous pouvez vous la poser. Je me la pose, c'est humain. Mais je vous inviterai, si vraiment c'est une question qui vous tracasse beaucoup, à prendre une feuille, un stylo et de switcher à la question comment je peux apporter de la valeur, qui je peux servir, comment je peux mieux la servir et en plus grande quantité. Faire un brainstorming, c'est faire aider, mais là, on parle. Là, on est vraiment dans le don de votre don. On a tous des talents naturels, on a tous des dons. Faites don de votre don. Et c'est ça qui va vous amener un meilleur retour financier et de tout point de vue. Et voilà pourquoi c'est très important d'avoir un métier qui nous ressemble. Parce que c'est très difficile de penser apporter de la valeur en qualité et en quantité quand on est dans un métier qui ne nous plaît pas, qui ne nous comble pas, qui ne nous nourrit pas, ou c'est pas nous. C'est, c'est très dur de se dépasser pour quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, quand quelque chose a du sens, même si c'est inconfortable, même si, on sait qu'on est à notre place, on sait que ce sont nos dons, on sait que c'est nos qualités, c'est une question peut-être de persévérance, mais on est à la bonne place. Et on a beaucoup plus de ressources pour se dépasser, pour réfléchir, pour que ça vienne beaucoup plus naturellement. Donc, c'est ça que je voulais vous partager pour l'instant sur cette partie financière, pour vraiment passer du statut quelque part un peu victime de est-ce que je vais recevoir, est-ce que la vie ne m'aime pas, je gagne pas assez, etc. Ah, je prends la responsabilité et je me mets de l'autre côté. Je me mets dans la posture de pouvoir de j'apporte. Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux aider? Quel mot, quel produit, quel service, aussi petit soit-il, euh, qui va faire vraiment qu'on apporte une valeur et qu'on va être surpris de comment ça nous rend l'appareil. Donc, au moins, on est égoïste à penser d'un point de vue financier et au plus on pense à l'autre et à porter à l'autre, au plus on reçoit. Donc, c'est hyper contradictoire, hyper paradoxal. Un vrai shift à faire là-dessus pour la partie financière. Maintenant, par rapport au temps, j'aime beaucoup cette question de le temps. Est-ce que j'aurai assez de temps pour être avec mes enfants quand je changerai de voie? Vous avez comment dire, la décision, le stylo et la feuille pour dire je travaille comme ça, je travaille comme ça et peut-être pas autrement. On fait des choix par rapport à nos priorités. Si votre priorité réellement, pas faussement, mais réellement, est de pouvoir avoir un bon équilibre de vie, vous l'aurez. Parce que je sache, vraiment, même si on a l'impression, personne ne nous pose un pistolet quand on est entrepreneur ou quand on travaille dans une entreprise pour franchir certaines limites. Donc, comment on fait? On pose des limites, on les respecte. Point barre. Exemple, il y a quelques années, justement quand j'ai commencé dans mon processus de coaching, j'ai participé à un séminaire. J'étais super enthousiaste parce que c'était des coachs qui généraient 1 million d'euros par an. Vous l'avez bien entendu, moi j'étais choquée, peut-être vous non, mais en tout cas oui, des coachs divers et variés, différentes niches, mais des coachs qui génèrent 1 million d'euros par an de chiffre d'affaires. Et voilà, il y avait un coach qui partage son histoire, et qui travaillait beaucoup. Il était jeune, je pense qu'il avait 27 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être moins, très jeune.
Et ça m'avait beaucoup marqué parce que normalement, on était tous contents, hein. C'était un peu le héros, on voulait savoir comment il avait fait. Et il nous dit, nous donne certaines de ses stratégies, mais aussi, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, en toute vulnérabilité, en toute transparence, il nous partage aussi que pendant cette année-là, où il a atteint le million, il avait pris 12 kilos, il avait perdu sa copine, que d'un point de vue vacances ou loisirs, bah, les seules vacances qu'il avait prises, c'était les séminaires professionnels qu'il organisait pour ses clients, ou parfois il partait à Bali, ou il payait des séminaires avec des mentors, mais bon, c'était pas des vacances hors travail, c'était comme des team building, en fait. Et, et donc déjà, moi, ça m'avait secoué parce que je me disais, le prix à payer, je veux pas. J'avais ma fille à cette époque-là, elle avait 1 an, je pense, en tout cas quelques mois, pas, ou 1 an. Et je me disais, non, enfin, moi, je veux pas et gagner 12 kilos et perdre mon mari, et enfin, ça n'a pas de sens. Et très intéressant, on était dans le Zoom et il m'écrit en message privé, Lucero, est-ce que je peux te poser une question? J'ai une consultation pour toi. À l'époque, moi, c'était mon tout premier séminaire. Je pense que j'ai gagné 0 € et c'était lui qui gagnait le million. Et il me pose la question, est-ce que tu pourrais me dire? Ah, si, 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 non, j'ai gagné quand même déjà. Je me rappelle, je gagnais déjà de l'argent. Et en fait, ce que je disais, c'est que j'ai travaillé 4 heures par jour et je pense que j'ai gagné déjà environ 5 000 ou 7 000 euros, ce qui est énorme. Quand j'ai quitté mon travail, je suis partie de KFC en gagnant 2 800. Moi, je ne demandais pas plus, hein. Si j'ai gagné 2 800 en étant dans un métier qui me plaît, jackpot, hein. Je ne demandais vraiment pas plus. Mais le fait de servir m'a amené plus d'argent. Donc, c'est pour ça, je reviens au point d'avant. Servir vous rapporte. Et bref, et c'est lui qui m'écrivait, Lucero, comment tu fais? Comment tu fais pour travailler 4 heures par jour, pour être maman, pour aller au sport, pour avoir des copines, pour avoir un travail qui te rapporte une belle qualité de vie? J'étais flattée et en même temps, voilà, le paradoxe de la vie. On est là pour lui parce que c'est lui qui a fait le million et il me pose des questions à moi sur l'équilibre de vie pro-perso. Et je lui ai répondu que de la même façon qu'il sait générer 1 million d'euros pour son business, parce que c'est sa priorité, parce qu'il a des actions qu'il met en place, de la même manière, il faut qu'on puisse envisager que une vie, ce sont différents piliers de vie. Et ça se concrétise, hein. Enfin, c'est pas juste comme ça. Un fichier Excel, en colonne, les piliers de vie, enfin, ou dans une feuille, peu importe la forme, mais ma vie de maman, ma vie familiale, mes amis, mes loisirs, mon sport, mon travail. Voilà ma vie spirituelle, ce que vous voulez y mettre, ma vie financière, mes projets, si vous voulez être libre financièrement, des investissements, j'en sais rien. Vous pouvez avoir ça. Et ensuite, quelles sont mes limites? Et moi, je m'étais dit, pour revenir à la notion de présence avec son enfant, euh, je- peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai grandi qu'avec ma mère. Donc, j'étais très seule quand j'étais petite parce qu'elle travaillait. Elle était maman et papa et elle n'était pas entrepreneur ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, elle travaillait. Elle travaillait et j'étais seule. Et comme moi, j'étais maman, je me suis dit que je ne voulais pas que ma fille soit, voilà, qu'elle ait plus de présence. Et quand je me suis lancée dans mon activité, je me suis dit, je vais travailler 4 heures, 5 heures par jour, qui est le temps où ma fille elle est à l'école, pour que l'après-midi, je sois avec elle. Et peut-être que je ne vais jamais atteindre le million d'euros, et peut-être que je vais y aller vraiment en mode escargot, mais c'est comme ça. C'est ce temps-là et pas plus. Et je vais être hyper efficace pendant ces 4 5 heures. Et effectivement, je le suis encore et je l'étais encore plus à mes débuts en mode 20-80. Quel est le 20-80? Quelle est l'action, une, que en fait je fais en 1 heure et qui est clé pour mon activité? Donc oui, c'est possible.
d'avoir un bon équilibre de vie pro-perso. Et dans perso, tout ce que ça englobe, pas que la parentalité. Et ça dépend de vous, des limites que vous allez vous fixer avec vous-même et où c'est comme ça. Moi, je savais que je travaillais 4 heures, 5 heures par jour et c'était comme ça parce que en plus, j'étais aidée. Je devais récupérer ma fille à l'école. Donc, j'avais pas à dire, bon, juste 15 minutes. Non, il y a un enfant d'1 an qui attend à une porte. Faut y aller, faut couper. Et je coupais, je revenais et c'était fini. Donc, voilà un exemple de comment j'ai pu faire et au-delà de comment j'ai pu faire, de comment vous pouvez faire pour fixer vos limites. C'est possible d'avoir, c'est encore une fois une question de ce que nous, on est prêt à accepter. Donc, c'est la même invitation. On n'est pas des victimes qui subissent. C'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans ma vie et je mets ces limites-là. Et ça va être comme ça. Et peut-être que ça a certaines conséquences. C'est comme un équilibriste qui est sur son vélo. Enfin, voilà, il règle au fur et à mesure. On n'est pas ultra figé, mais qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Et ce sont mes limites et c'est comme ça que je construis mon équilibre de vie pro-perso. Je ne le mets dans les mains de personne. Voilà. Donc, ça pour la partie temps. Donc, maintenant, pour bientôt clôturer, l'alignement comme vous seul. Listez vos non négociables. Qu'est-ce qui n'est plus négociable par rapport à vos expériences de vie passées? Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre? Et ça, c'est pas négociable. Que ça soit d'un point de vue financier, que ça soit d'un point de vue de temps. Si vous voulez gagner plus d'argent, encore une fois, ça peut être un non négociable. Quel est le seuil à partir duquel c'est non? Et vous allez trouver des solutions pour avoir un niveau de revenu qui vous convient parce que c'est non négociable. Quel est un niveau d'horaire qui est pour vous du non négociable? Travailler plus de temps d'heures, c'est pas compatible pour vous. Alors, comment ça se passe? Donc, listez vos non négociables et quelles sont les priorités que vous voulez honorer dans les 3 prochaines années ou dans l'année qui vient. On est fin 2025, en 2026. Voilà, quelles sont les priorités? Quels sont ces mots-clés? Équilibre de vie, pro-perso, impact. Quels sont un peu vos focus? J'ai envie de vous partager ça comme ouverture. Et dernière question qui me touche profondément, quelle image des parents voulez-vous incarner? On n'est plus seul, on est aussi des exemples pour nos enfants. Quel, quel message vous voulez véhiculer par votre propre vie, pas forcément par vos paroles, mais par vos actes, par votre vie, par vos expériences pour vos enfants? Est-ce que vous allez dire à votre fils, chère fille, tu peux tout faire. Tu as des dons, tu as des talents, tu veux devenir astronaute. Si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Tu as, voilà, tout ce beau discours. Mais vous, Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va voir à la maison? Est-ce que ça va être une personne malheureuse, triste, préoccupée, en train de se plaindre toujours, ou une personne qui rayonne parce qu'elle est à sa place, parce qu'elle a identifié son don, parce qu'elle a un but, parce qu'elle apporte aux autres? Voilà, donc c'est ça qui peut être aussi très boostant. On le fait pour nous, mais on ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour les personnes qu'on aime le plus au monde. C'est incroyable, hein, la parentalité. Comment on peut aimer autant quelqu'un, comment on peut se dépasser autant. Donc, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, avoir un enfant n'est pas un frein au développement personnel. Avoir un enfant, c'est le moteur le plus puissant pour se développer professionnellement et personnellement. Donc, on ne choisit pas une carrière contre sa vie, mais à partir de sa vie. Et stratégie un peu concrète pour se reconvertir sans sacrifier sa vie de famille, reconversion progressive, parfois à temps partiel, via une formation en parallèle de son emploi. Bref, on est ici plus dans les stratégies un peu terre à terre de comment je veux le construire. On peut mobiliser un congé parental pour développer un projet.
Bien sûr, on peut co-construire avec son partenaire. Est-ce que je peux compter sur le salaire de quelqu'un pendant quelques mois pour me lancer ou répartir les charges? Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller cette introspection guidée ou faire un bilan de compétences. Si ça vous parle, ce que je vous dis, sachez que ça existe. Comme là, avec Reconversion réussie, on est un organisme certifié Calliope, donc un programme finançable via le CPF qui dure 10 semaines et qui a pour objectif d'aider les cadres qui se posent des questions par rapport à leur avenir professionnel à trouver un projet qui leur correspond et qui leur correspond, je ne parle pas que de la partie professionnelle, mais de votre vie au global. Comme on l'a vu aujourd'hui, on n'est pas que des personnes qui savent utiliser PowerPoint, Excel ou gérer une réunion. On est des êtres humains qui avons besoin d'être nourris intellectuellement, socialement, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, spirituellement. Donc, la vie professionnelle doit pouvoir être une pièce du puzzle qui fait que le puzzle au complet s'assemble et qu'on a une belle harmonie de vie. Et c'est tout à fait OK de demander de l'aide. Voilà, je pense, j'ai pas du tout ce problème, donc j'ai du mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Je passe ça, je demande de l'aide. Dès que j'ai un objectif, je ne pense pas comment, mais je pense qui peut m'aider. J'ai besoin de perdre du poids. Qui a cette expertise? Qui peut m'aider? Qui peut être mon partenaire de choc? Sur qui je peux m'appuyer parce que j'aurai des rendez-vous et que je dois rendre de compte. J'ai besoin de développer mes muscles. Coach sportif qui dans mon gymnase peut m'aider pour m'aider dans la technique, dans les répétitions. J'ai besoin de plus de visibilité, communication. Quel libre, qui peut m'aider, qui je peux modéliser. Donc, faire appel à quelqu'un pour de l'aide, pour avoir un chemin, une expertise, me paraît pour moi très logique, très utile. Et sachez que ça existe. Et quelque chose que j'ai envie de souligner, c'est la rapidité. J'ai personnellement erré dans mon malheur pendant 4 ans, sans savoir vers quoi aller ni rien. Un programme en 10 semaines, en 2 mois et demi, qui te permet de savoir vers quoi aller, je suis moi-même la première personne surprise de voir la magie que ça fait en si peu de temps. Pour avoir erré des années, je me dis, bon, j'aurais fait ça, ça aurait été plus vite, c'est clair. Mais bon, voilà pour ça. Donc, mise en action, quelle est ma marge de manœuvre actuelle? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être dans cette notion de prise de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être dans ces questionnements financiers de me dire comment moi je vais apporter de la valeur? Qui j'ai envie d'aider? Et si les finances sont importantes pour moi, quel est le salaire que j'ai envie d'avoir et comment je peux l'avoir? Qui l'a déjà? Comment il a fait? Là, on parle vraiment du concret. Et je mets ce plan d'action en marche. Même chose d'un point de vue temps. Si aujourd'hui je sens que je manque d'équilibre pro-perso, très bien, sortons l'agenda. Quels créneaux doivent disparaître pour qu'il y ait cet équilibre? Voilà. Quelle est la plus petite action possible que je peux faire déjà dans les 24 heures pour aller vers plus d'alignement? Parce qu'on peut se dire, OK, d'accord, mais ça va me prendre des années, c'est une grosse montagne à franchir, avoir les revenus que je veux, avoir le temps que je veux. C'est énorme. Non. Dans les 24 heures, vous pouvez déjà prendre encore une fois, j'aime beaucoup écrire, enfin, poser mes actions par écrit et vraiment faire les choses. Dans les 24 heures, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour passer de la préoccupation à l'occupation, pour penser de la pensée qui ne vous estime, enfin voilà, qui n'apporte finalement rien de concret, un autre type de pensée constructive et à une action en 24 heures. Qu'est-ce qui peut être déjà fait? Et je conclus avec ça. Et si ma vie personnelle devenait un levier et non un frein à ma carrière? Et si il fallait pas sacrifier toujours sa vie personnelle pour sa vie professionnelle, mais que c'était un ensemble, on disait tout à l'heure comme un vélo où on ajuste au fur et à mesure, mais
Et ce n'est pas le pro ou le perso, le méchant, le pro qui empêche le perso. Ça peut être le méchant perso qui empêche le pro. C'est juste une question d'équilibre global sur les différents piliers de vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vais mettre dans le chat où vous pouvez me contacter pour un entretien de découverte de 20 minutes. Je vais le mettre dans le chat pour ceux qui voient le replay. Je pense qu'ils auront accès au chat. Et avec ça, je vais conclure l'enregistrement pour passer à la partie plus perso. Donc, merci de votre écoute. Je mets juste le lien et on y va.